Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire sur la rémunération durable. Je suis Paul Étienne Sigrist, responsable en consultance organisationnelle et reward chez Hudson. Vu le nombre de personnes qui sont présentes aujourd'hui lors de notre webinaire, nous avons prévu que vous utilisiez le chatbox pour poser vos questions. Nous reviendrons dans les plus brefs délais par rapport à ces questions, si vous nous laissez bien sûr votre GSM et email clairement dans le chatbox. Voilà, donc on a inscrit également ce webinaire de rémunération durable pour votre information dans le contexte d'un white paper en fait que l'on est en train de finaliser et qu'on vous fera parvenir. Alors au niveau de l'agenda de ce webinaire, on va dans un premier temps partager des observations que nous avons faites suite au démarrage de cette crise. Nous avons lancé en fait plusieurs enquêtes pour évaluer un petit peu l'impact de cette crise sur les politiques de rémunération. Donc ça, ce seront les premières observations qu'on va partager avec vous. Et puis on va enchaîner sur un cadre théorique et basé également sur notre expérience, mais quels sont les piliers de rémunération durable. Et puis on enchaînera également avec une table ronde où on a des invités que nous avons annoncés dans l'invitation. Et puis, on terminera avec Mathias Hermans qui décrira les tendances de l'étude salariale générique. C'est notre 27e édition cette année. Avant de regarder les résultats, les observations de nos enquêtes Corona de ces derniers mois, je voulais faire un petit point sur notre rebranding. Pour votre information, vous avez peut-être vu d'ailleurs qu'on a lancé des spots radio ces dernières semaines sur notre rebranding, notre nouvelle charte graphique et notre nouveau logo, comme vous pouvez le voir ici sur le slide, où en fait vous avez deux petits H imbriqués, l'un qui signifie Hudson, le deuxième qui signifie Human Resource, et ils sont entrelacés de telle façon à symboliser le partenariat que nous souhaitons entretenir avec nos clients au sens large. Et vous avez également le cercle qui symbolise la couverture du cycle de vie HR au travers de nos services, puisque vous savez que nous sommes actifs non pas uniquement en consultance organisationnelle et reward, mais également tout ce qui porte sur le talent management individuel au travers de nos assessment et development centers, le coaching, mais également l'interim management et bien sûr le recrutement, notre business historique également. Alors, si on se penche sur les observations de nos enquêtes depuis la crise Corona et les impacts sur la politique de rémunération, ce qui ressort dans un premier temps, c'est que 17% des entreprises déclarent avoir procédé à une restructuration ou y être obligées dans l'avenir à cause de la crise du Corona. La majorité indique que cette restructuration affectera environ 5 à 10% de l'effectif. Et quand on voit au niveau du timing, vous pouvez voir que peu interviendront en Q4, mais certaines en 2021 et certaines ont déjà eu lieu. Néanmoins, il y a quand même 80% qui ne prévoient aucune restructuration. Alors, l'impact du Corona sur le salaire de base qui est un composant évidemment important de la politique de rémunération, bien sûr, sur 2021, c'est évidemment encore très incertain, comme vous pouvez le voir dans plus de la moitié des cas. Dans d'autres cas, vous pouvez voir que ce sera alloué de la même façon, dans un quart des cas environ. Et puis, 3% envisagent le gel des salaires et 20% un plus petit budget. Il est à noter évidemment qu'ici, on parle des salaires de base 2021, donc l'impact sur ce salaire de base en 2021. En 2020, les salaires de base avaient déjà été augmentés dans la plupart des cas avant la crise. Ces augmentations avaient déjà donc eu lieu. Quand on regarde le salaire variable lié à des prestations en 2020, mais avec un paiement prévu en 2021, on voit quand même que 44% prévoient un paiement de bonus inférieur, donc c'est quand même significatif. 26%, donc environ un quart, ne prévoit aucun impact sur la rémunération variable. Près de 20%, 19 précisément, ne connaissent pas encore l'effet clair sur le bonus. Et on a encore 5% qui appliqueront d'autres targets, tout comme également 5%
qui vont supprimer la rémunération variable individuelle. Donc, quand même, pas mal d'intentions d'apporter des aménagements par rapport à la rémunération variable, que ce soit par un bonus inférieur, une adaptation des targets ou carrément la suppression de celle-ci pour 2021. Quand on regarde l'augmentation salariale, le budget qui va être alloué aux augmentations salariales, aux augmentations de fixe, on peut voir ce qui nous a été répondu au travers de l'enquête, l'évolution d'une année sur l'autre. Ce qui est assez frappant, c'est que l'incertitude grandit. On voit tout en haut ici que, alors que l'année dernière, les répondants à notre enquête avaient, à hauteur de 4%, n'avaient aucune idée, cette année, on grimpe à 16%. C'est quand même non négligeable. Et les augmentations fortes au-dessus de 2,5 également sont nettement, les intentions sont nettement moindres pour l'avenir à venir en 2021. Il est à noter que ces augmentations sont hors index. Voilà, donc ça c'est quand même assez frappant, comme l'incertitude évidemment est présente par rapport à cette dimension-là également. Alors, quand il s'agit de politiques résistantes ou pas aux crises, quand on a interrogé les différentes entreprises qui ont participé donc à notre enquête qualitative pour ce white paper, 44% d'entre elles considèrent que leur politique de rémunération n'est pas résistante aux crises. Donc, c'est quand même un chiffre évidemment significatif et plusieurs raisons sont amenées par rapport à cela. C'est évidemment que certaines se retrouvent dans un secteur très compétitif et elles doivent suivre le marché, crise ou pas, où elles ont également introduit un bonus CCT90 et n'ont pas pu en reporter le paiement, ni adapter l'objectif, bien sûr, original qui était fixé, ou alors un grand nombre d'éléments salariaux parfois sont fixés et il n'y a pas beaucoup de latitude par rapport à la politique salariale. Ce n'est pas le bonus CCT90 dans le package Total Reward qui va changer grand-chose. Alors, 44% déclarent qu'elles n'ont pas une politique résistante aux crises et 30% d'entre elles, en fait, ont l'intention de modifier leur système de rémunération RH. Donc, quand on regarde au niveau à gauche, ici sur le slide, l'ajustement au niveau des systèmes de rémunération, c'est principalement la rémunération variable qui est visée. Néanmoins, il y a des leviers possibles sur les avantages, et également la rémunération flexible. On a quand même 29% d'entreprises qui ont l'intention d'apporter des modifications et nous y reviendrons dans le cadre des piliers de la rémunération durable. Et quand on regarde au niveau des systèmes, c'est le système de performance management, de gestion des performances qui est principalement visé par rapport à des modifications dans ce contexte de crise. Donc voilà pour les observations principales, les dernières en tout cas que nous avons pu faire lors de notre 4e enquête par rapport à la crise Corona. Et évidemment, au fur et à mesure de ces enquêtes, nous nous sommes vraiment posé la question, mais quelles pouvaient être les caractéristiques qui sous-tendent une rémunération durable? Si on veut développer quelque chose qui tienne dans le temps, qui passe les crises, à quels éléments on devrait faire attention au niveau de la politique de rémunération? Et c'est ce qu'on souhaite un petit peu apporter ici dans le cadre du webinaire. Bien sûr, dans le white paper, tout ça sera détaillé en long et en large, mais nous vous proposons déjà d'apporter un premier cadre théorique qui a été développé sur base de brainstorming en interne, de notre expérience également, et également de notre partenariat avec la Vlerick Business School, avec lesquels nous avons un partenariat au niveau du centre d'excellence Reward, avec le professeur donc Xavier Batten. Alors, le cadre théorique, les piliers de la rémunération durable, tout d'abord, ce que l'on recommande, c'est d'avoir une politique de rémunération à un niveau stratégique. Donc, c'est-à-dire qu'elle soit connectée à la stratégie, que cette politique de rémunération vienne vraiment sous-tendre, vienne vraiment en support de l'atteinte des objectifs organisationnels. Bien sûr, ce n'est pas uniquement l'atteinte des objectifs organisationnels, mais c'est également soutenir le fait de relever les défis internes et externes à l'entreprise. La politique de rémunération doit vraiment répondre
à cela. Ensuite, c'est la politique de rémunération doit être également intégrée. Donc intégrée, c'est-à-dire être cohérente avec l'ensemble des processus HR, que ce soit les modèles de fonction, la classification, la gestion des performances, la gestion des compétences ou encore la gouvernance. Donc ça, c'est important d'avoir cette intégration, cette cohérence, mais qu'également il y ait cette politique puisse soutenir des nouvelles formes d'organisation, des nouvelles formes agile, notamment plus flexibles, et que cela vienne en soutien de ces nouvelles formes qui arrivent pour répondre justement de manière flexible aux crises. Résistante aux crises, évidemment, il y a une notion de contrôle budgétaire qui est très importante, qu'on retrouve dans ce pilier, et on va y revenir avec des propositions. Également, c'est là qu'on inclut également des leviers qui peuvent avoir un impact sur l'engagement des collaborateurs. C'est très important de pouvoir, au travers de la politique au sens large, pouvoir avoir un impact sur la satisfaction et l'engagement des collaborateurs. Et enfin, dernier pilier, c'est une politique socialement responsable, avoir une certaine responsabilité sociétale et donc d'inclure certains éléments qui peuvent influencer finalement les choix qui sont faits. Et nous les avons connectés avec notamment certains objectifs que les Nations Unies ont développés, donc les Sustainable Development Goals des Nations Unies, et on y reviendra également. Alors, si je me focalise sur le premier pilier, le pilier de la stratégie. Quand on développe une politique stratégique de rémunération, eh bien, on connecte bien souvent au modèle opérationnel de l'entreprise. Et le modèle opérationnel, il est soit un modèle de product leadership, soit un modèle de customer intimacy, ou plutôt d'excellence opérationnelle. Alors, toute entreprise évidemment, est active un petit peu sur active un petit peu ces différents modèles opérationnels et parfois en fonction de certains métiers, mais la théorie montre aussi que pour exceller dans son domaine, il est important aussi de se focaliser sur un modèle opérationnel qui est prépondérant au niveau de l'entreprise, et ça, c'est ce qui va influencer certains choix au niveau de la politique de rémunération. Donc, ça, c'est aussi un modèle, le lien qu'on a fait avec la politique de rémunération, quelque chose que nous avons développé avec Avleric également, le centre d'excellence Reward. Et je vous propose de se focaliser sur le premier modèle. Alors, quand on est dans un modèle de product leadership, où vraiment où le produit est central, où on développe des produits très innovants, on veut vraiment le meilleur produit, on veut vraiment aller dans l'innovation, la recherche, on veut créer un environnement qui soit propice au développement de nouvelles idées, de nouvelles technologies, de nouvelles techniques. Et on va être dans un système finalement assez égalitaire. On ne va pas avoir des processus RH très lourds, mais on va avoir plutôt des équipes que l'on veut diversifier dans une structure assez flat. Et ça, ce sont les principes donc Reward que l'on retrouve. Alors, dans ce genre si on traduit ça dans la gouvernance Reward, dans ce genre d'environnement, en général, il y a peu de transparence au niveau RH, il n'y a pas de grande ingénierie RH et de grands systèmes qui sont mis en place. On a une participation modérée du management, ça dépend un peu d'une entreprise à l'autre. Et on va avoir des RH qui fonctionnent plus en caisse de résonance. Ça, c'est vraiment ce que l'on retrouve au niveau du product leadership. Au niveau des critères Reward, vous avez la performance de l'équipe qui va évidemment jouer. Donc, comme je disais, le rôle de l'équipe va vraiment jouer de façon très importante. Et les compétences techniques, évidemment, puisqu'on cherche toujours des nouvelles techniques, des nouvelles technologies, vont être particulièrement valorisées dans ce genre d'environnement. Et comme évidemment, il y a plus une importance sur l'équipe, il y a moins dans le mix reward de rémunération variable individuelle qui intervient dans ce type d'environnement. Environnement, comme je disais, ou dans lequel on va investir, on va s'assurer qu'il permette finalement une expérience employée, l'employee experience, comme on en parle beaucoup, soit très attrayant et offrir pas mal d'avantages aux différents collaborateurs. Et également, pour encourager leur implication, on retrouve bien souvent dans ce genre d'environnement une participation aux bénéfices.
Et quand on traduit cela en termes de positionnement au niveau reward, ce que l'on observe dans nos différents projets, c'est que également il y a un positionnement au niveau de la médiane, voire au-dessus de la médiane, notamment pour les fonctions corps. On veut vraiment les meilleurs profils au niveau de l'entreprise et c'est ce qui revient le plus souvent. Alors, quand on passe au deuxième modèle, avec donc cette même forme de structure, au niveau de l'excellence opérationnelle, là, on est vraiment dans un environnement beaucoup plus orienté process, orienté indicateur de performance, où le contrôle des coûts va être prépondérant. Il y a une différenciation qui se met en place sur base de la performance et on est dans une structure plus hiérarchique. Et là, HR est vraiment the master of the system, comme on dit, hein, vraiment est très, très présent avec une ingénierie RH très forte et on retrouve dans ce genre d'environnement une transparence beaucoup plus grande que dans le premier modèle et les processus RH finalement sont tellement bien structurés, clairs, que l'impact du management aussi finalement au sein de ces processus RH est plus limité. Donc on a moins d'intervention d'RH, moins d'aspects décisionnaires au niveau du management dans ce genre d'environnement. Alors évidemment, au niveau des critères reward qui sont valorisés, eh bien, on va retrouver la performance de l'équipe aussi dans ce genre d'environnement. C'est important d'atteindre les objectifs collectifs et également au niveau même de l'organisation même, puisque le contrôle des coûts est vraiment notamment un point aussi très important au niveau de l'organisation dans son ensemble. Alors du coup, qui dit performance d'équipe, performance d'organisation, on va retrouver dans le mix reward toute une dimension rémunération variable, avec des formules aussi qui sont assez détaillées, une ingénierie assez importante, certains avantages et des plans flexibles, mais qui ont tendance à être plus simples, assez limités dans ce genre d'environnement. Et au niveau du positionnement reward, là on se situe plutôt sur la médiane, voire un petit peu en dessous de la médiane du marché, avec potentiellement une compensation dans l'investissement en formation pour les personnes ou éventuellement du variable, justement, si on s'est positionné un petit peu en dessous en fixe, il y a également cette possibilité pour encourager l'atteinte des KPIs qui sont prépondérants dans ce genre d'environnement. Alors, le troisième modèle, c'est le Customer Intimacy. C'est un environnement, évidemment, où la dimension client, l'orientation client va être très importante, le sur-mesure, où on retrouve finalement le côté caring employer, donc l'employeur bienveillant, qui va s'assurer que finalement ses employés sont satisfaits. Puisqu'on sait que si les employés sont satisfaits, il y a une forte chance, une forte corrélation avec le fait que les clients au sens large derrière soient également satisfaits. Donc, il y a plus de place pour du discrétionnaire en général dans ce genre d'environnement. Donc, il y a moins de transparence au niveau de la gouvernance reward, mais le management est particulièrement responsabilisé, impliqué dans les décisions reward, dans les processus, et RH joue plus un rôle de coach, va challenger les décisions qui sont prises de façon prépondérante par le management en première ligne. Et ça, c'est vraiment une caractéristique que l'on trouve dans ce genre d'environnement où, du coup, en termes de critères reward, la performance individuelle va évidemment prendre pas mal de place. Non seulement donc l'atteinte des objectifs, mais aussi la façon d'atteindre ces objectifs. Donc les compétences comportementales, les valeurs dans ce genre d'environnement sont fort valorisées. Et ça, c'est quelque chose qui se développe beaucoup, en particulier dans ce genre d'environnement Customer Intimacy. Alors, en termes de mix reward, on va retrouver des aspects de rémunération variable qui sont évidemment liés à cette performance individuelle bien souvent, mais également toute une série d'avantages sociaux, une large panoplie d'avantages sociaux, et alors des plans flexibles, des plans cafétéria assez développés, assez haut de gamme, comme on dit, haut de gamme de par l'étendue aussi des choix qui sont proposés. Et en termes de positionnement reward, on est plutôt dans un positionnement conforme au marché.
Alors, ça, c'était le premier pilier de la rémunération variable. Le deuxième pilier, comme j'expliquais tout à l'heure en introduction, c'est le fait que la politique doit être intégrée, c'est-à-dire qu'elle doit être cohérente par rapport aux autres processus RH, donc de modèles de fonction, de gestion des compétences, des carrières, des performances et de la gouvernance. Je vous invite à lire dans le détail notre white paper que vous recevrez, dans lequel vous aurez donc l'ensemble des détails nécessaires, et je vous propose de parcourir plutôt le troisième pilier qui consiste à vous donner quelques pistes pour développer une rémunération résistante aux crises. Et une rémunération résistante aux crises, on peut intervenir finalement sur les différents composants du total reward en fait, hein, à la fois intervenir sur le salaire de base par un meilleur contrôle budgétaire par exemple, ou une mérite matrix, une matrice de mérite comme je vous l'ai présenté, ou le salaire variable avec des résultats peut-être plus orientés vers le collectif. Également la rémunération flexible pour avoir un impact notamment sur l'engagement des employés, la satisfaction, ou également des avantages non financiers qui seraient repris dans le total reward au travers notamment de la formation, de l'équilibre vie privée vie professionnelle. On va y revenir. Alors, le premier composant sur lequel on peut améliorer quelque part la résistance de votre politique salariale, eh bien, c'est le salaire de base et où on vous présente ici donc la matrice de mérite que l'on met en place de plus en plus dans nos projets de politique de rémunération et où finalement vous avez souvent une enveloppe fermée avec un budget alloué à l'augmentation des salaires. Alors plus vous êtes bas dans la bande salariale, plus vous aurez évidemment la possibilité de progresser rapidement dans votre bande salariale. Et évidemment, au mieux votre évaluation est bonne, évidemment, au plus vous aurez de chances de progresser. Évaluation par rapport à l'expertise technique, par rapport à la performance, l'atteinte des objectifs, à voir ce qui est évidemment le plus pertinent dans votre environnement, selon votre culture. Mais cette matrice, finalement, peut être modulée aussi en fonction, elle peut être plus ou moins agressive, concerner certains cas et pas d'autres, et permet un petit peu de moduler la notion budgétaire, et le fait qu'elle soit liée à une enveloppe fermée permet aussi d'allouer un budget plus ou moins grand selon les contextes. Ensuite, il y a également les primes de marché, ou ce qu'on appelle en anglais les market premiums, qui peuvent être soumises à l'évaluation annuelle pour des fonctions qui seraient plus rémunérées dans le marché par rapport à des raisons de rareté de profil ou d'expertise vraiment particulièrement difficile ou particulièrement rémunérée vu le contexte. Et donc là, vous pouvez attribuer des primes de marché et revoir éventuellement, avoir une certaine latitude pour revoir si ces primes de marché ont toujours raison d'être ou pas dans la politique de rémunération. Quand on regarde la rémunération variable, on encourage également la mise en place de bonus plus collectifs pour stimuler la collaboration, la motivation au sein des équipes. C'est vraiment un levier important. C'est aussi un côté plus durable parce qu'ils sont peut-être moins susceptibles de bouger que les objectifs individuels dans des contextes de crise et des contextes changeants. Il y a également, en termes de rémunération variable, la participation aux bénéfices, qui est aussi un levier qui n'est pas inintéressant pour améliorer l'implication des employés et finalement avoir un meilleur retour sur investissement de ces employés. Et enfin, également, le bonus spot, c'est-à-dire un bonus que l'on peut voir se développer, qui est donné en fait suite à des prestations, mais dans un délai relativement court, donc d'où l'appellation on the spot, et qui peut être très motivant pour reconnaître une performance notamment exceptionnelle qui pourrait avoir lieu. Nous aurons l'occasion d'ailleurs d'en rediscuter lors de la table ronde. Alors, sur la droite, nous vous avons mis également une illustration de l'architecture du bonus qui peut évidemment être conçue pour être plus résistante aux crises. Donc, vous retrouvez l'ensemble des paramètres qui vont être pris en compte dans le calcul du bonus, qui peuvent être des paramètres individuels ou collectifs, justement, comme on le suggérait à l'instant, qui vont être associés chacun à un poids, donc à moduler, et qui vont donc définir ensuite, selon une formule,
le montant à allouer au niveau du bonus. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir y associer un facteur enveloppe qui, selon les résultats de l'entreprise, voilà, peuvent moduler finalement le paiement final qui aura lieu au niveau de vos collaborateurs. Donc ça, c'est une façon, évidemment, de prévoir des portes de sortie ou en tout cas des leviers d'ajustement par rapport à un contexte qui serait changeant. Troisième composant pour développer la résistance de votre politique salariale, c'est également la rémunération flexible. Donc la rémunération flexible qui va, s'il est bien conçu avec quand même d'une certaine façon bottom-up en collaboration avec vos employés, peut vraiment avoir un impact sur leur satisfaction. Déjà, ils vont être plus conscients de leur package, puisqu'ils doivent connaître les éléments éventuellement qu'ils peuvent sacrifier pour bénéficier d'autres avantages. Donc déjà une meilleure connaissance de l'ensemble des avantages dont ils bénéficient, mais évidemment cette satisfaction est aussi alimentée par le fait qu'ils peuvent avoir vraiment un impact sur leur package salarial. Alors si vous vous lancez dans un nouveau plan flexible, on vous recommande évidemment de vous lancer dans quelque chose de simple, de ne pas vouloir tout mettre dans un coup. Quelques avantages peuvent déjà avoir un gros impact sur la satisfaction des employés, pour autant que ces avantages soient bien choisis et attendus par vos employés, évidemment. Il est important aussi que cette rémunération flexible soit stratégiquement intégrée dans votre politique de rémunération, que ce ne soit pas uniquement un driver fiscal qui soit là derrière, puisque on sait qu'il pourrait y avoir des changements radicaux en la matière au niveau de la sécurité sociale, mais on recommande de le mettre aussi on top finalement du fixe et du variable pour que ça ait un impact durable et que ce soit vraiment perçu positivement par les employés. Enfin, le dernier élément, c'est dans le Total Reward, tout un ensemble d'aspects non financiers. Donc là, il y a évidemment, on n'a jamais autant vu ces derniers mois la façon de travailler qui est complètement indépendante du lieu et du temps et qui permet finalement d'améliorer un certain équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Donc là, je pense et nous pensons chez Hudson qu'il y aura de plus en plus cette flexibilité qui va être offerte dans le marché, et évidemment, c'est quelque chose qui est fortement apprécié, notamment par les nouvelles générations. Il y a également, à côté de ce travail indépendant du temps et du lieu, un levier sur lequel on peut agir dans le Total Reward, c'est la reconnaissance pour stimuler l'engagement des employés. Donc la reconnaissance est capitale, il y a différentes formes pour mettre les employés au centre, pour reconnaître leurs prestations, et il ne faut pas négliger ce levier-là pour assurer une rétention des employés. Enfin, donner la voix aux employés, les impliquer, leur donner des responsabilités pour améliorer finalement leur motivation, c'est quelque chose qui est aussi un levier quelque part non financier, mais qui est une démarche qui peut être vue très positivement par les employés. Alors, on a développé chez Hudson des compétences agiles qui permettent également et qui ont été fortement mises à l'épreuve aussi ces derniers mois et qui le sont encore pour pouvoir faire face à la situation. Et ce sont des choses dans lesquelles on peut investir également en tant qu'employeur, c'est de développer le côté agile finalement de nos équipes en pensant de façon rapide et créative, out of the box, en n'ayant pas peur du changement, en accueillant le changement comme une vraie opportunité d'agir, d'initier des actions, également d'emmener les équipes, de les inspirer au travers de ce changement et de pouvoir identifier des potentiels qui n'auraient peut-être pas été identifiés dans une situation plus routinière. Et évidemment, c'est de fonctionner en réseau, de faire fonctionner les relations, de ne pas hésiter à faire du transversal, et enfin de réfléchir sur les actions menées, de faire du retour d'expérience rapide pour pouvoir s'adapter à la situation tous ensemble et avec une certaine forme de résilience, de persévérance. Ça, ce sont évidemment, c'est un exemple, mais qui peut être inspirant aussi pour encourager les
collaborateurs à s'adapter à la situation. Et enfin, le quatrième pilier, c'est la responsabilité sociétale, comme je vous l'avais annoncé donc dans l'introduction du modèle théorique, où donc on a regardé ces objectifs développés par les Nations Unies, et on en a fait quelques liens avec la politique de rémunération. Il y a notamment un objectif qui porte sur le fait d'avoir une éducation de qualité. Eh bien, on peut évidemment mettre ça en lien avec la formation, le développement, le fait d'apprendre tout au long de sa vie, de développer cette carrière. Il y a évidemment l'objectif également de l'égalité entre les sexes qui est porté par les Nations Unies. Eh bien, on peut le mettre évidemment en lien avec le paiement équitable, le fait de payer la fonction et de ne pas payer la personne ou encore moins le genre, en fonction du genre. Il y a l'objectif de travail, d'avoir un travail décent, qu'on met en lien évidemment avec toutes ces notions d'équilibre de vie privée, vie professionnelle, qui ont vraiment, qui peuvent avoir un impact très grand, comme je le disais plus tôt, sur la satisfaction, la participation, l'implication, l'engagement des employés. Et enfin, un objectif non négligeable dont on parle beaucoup actuellement, c'est les villes durables. Et donc là, évidemment, c'est toutes les politiques de mobilité qui peuvent se mettre en place au travers de la politique de rémunération pour encourager finalement des choix plus écologiques, une mobilité durable. Voilà pour les 4 piliers donc, de la rémunération durable qu'on voulait vous partager aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé ça inspirant et si vous êtes davantage curieux, je vous invite vraiment à lire donc, ce white paper qu'on vous enverra. Il détaille évidemment toutes ces notions, toutes ces analyses que nous avons exposées aujourd'hui. Je pense qu'il est temps maintenant donc de passer à notre tour de notre table ronde, pardon, et le webinaire va continuer donc dans quelques instants, le temps qu'on s'installe, et je vous retrouve dans quelques instants. Merci pour votre attention.
Et voilà, nous voici donc à la table ronde où j'ai le plaisir d'accueillir Baudouin Auquier, maître de conférence et également ancien DRH de la STIB et de Deleuze, et ainsi que Pascal Doorman, Compensation and Benefit Expert à la Banque Belfus, et ma collègue Sandrine Evenepoel, expert en Reward and Talent Management. Merci à tous donc d'être là. Nous sommes toujours dans le cadre donc de l'édition de notre white paper sur la rémunération durable, où nous avons extrait quelques observations que nous souhaiterions donc partager avec Baudouin, Pascal et avec ma collègue Sandrine. Je vous propose d'aller sur la première observation, où l'on constate au niveau de la stratégie que la plupart des entreprises ont une stratégie business, ont une stratégie reward, qu'elle soit formelle ou informelle. Et ce qui est assez frappant, c'est au niveau de la communication que seule la moitié des entreprises communiquent sur leur politique salariale. Alors, Pascal Doorman, qu'est-ce qu'il en est de la transparence de la communication de la politique salariale chez Belfus? Mais il faut savoir que la communication n'est pas une science exacte, c'est une science très difficile à mettre en place. On se pose toujours la question, est-ce qu'elle est suffisante? Est-ce qu'elle est compréhensible pour les collaborateurs? A-t-elle fait passer les messages qu'on voulait? Et finalement, via quel support? Chez Belfus, nous avons beaucoup de communication dans différents supports. Il y a évidemment notre Insight, notre intranet sur lequel nous communiquons beaucoup vers les collaborateurs. Nous organisons aussi des coffee corners à chaque étage. Donc, si nous avons envie de faire passer un message, on organise des coffee corners et tout le monde peut venir y assister, ce qui permet évidemment une interaction. Et puis, nous avons aussi des roadshows qui sont très importants. Avant de parler de stratégie de communication sur la stratégie salariale aux collaborateurs, il est clair que les collaborateurs doivent d'abord connaître la stratégie, les ambitions à court et moyen terme de la banque. Qu'est-ce qui s'est passé chez Belfus? Au mois de février, tous les membres du comité de direction sont venus présenter la stratégie de Belfus. C'est le premier point, c'est de savoir où est-ce que nous serons dans 5 ans. Ils ont présenté la stratégie Ambition 2025. Tous les membres du comité de direction, ce n'est pas uniquement au siège à Mousset, mais ils ont été aussi évidemment dans les sièges régionaux. Donc il y a eu un énorme investissement de la part de notre management derrière. Il est clair qu'ils ont expliqué quel était le rôle de Belfus dans l'économie belge et aussi l'objectif d'être un acteur au niveau sociétal en Belgique. Il est clair qu'en tant que ressources humaines, on est aussi invité à être un acteur de cette nouveauté. Il est clair que la directrice des ressources humaines était aussi présente lors de ces roadshows. Elle a aussi expliqué quelle était la stratégie salariale pour Belfus, où est-ce que nous voulons être en 2025. Il est clair que le monde évolue évidemment très vite, donc même si on se positionne pour 2025, il est clair qu'on doit anticiper et toujours se renouveler. Si je regarde un tout petit peu les dernières années, on a connu la crise bancaire, la crise en 2018. Il est clair que depuis 2008, il est clair que depuis 2008, nous avons repensé notre système salarial. Je vais prendre un exemple relativement frappant chez Belfus. En 2013, nous avons lancé le plan cafétéria, le plan de rémunération flexible. En 2013, il y a 6 ans, nous étions un des premiers à le mettre sur le marché en Belgique. Quand je dis un des premiers, c'est une fierté qu'on l'ait mis en place. J'y ai participé et depuis lors, depuis 2013, on a fait une bonne centaine de présentations à des directeurs de ressources humaines d'autres entreprises qui sont venus voir comment on l'a implémenté, quels étaient les risques. Donc notre stratégie, mais elle est claire, on sait où on veut aller, on sait en 2019 que nous avons mis une stratégie RH sur la gestion des talents et l'organisation du travail. On l'a bien expliqué aux collaborateurs, donc c'est clair. Qu'est-ce que nous avons mis aussi en place à partir de 2020? Nous avons mis une nouvelle politique de rémunération en place.
et aussi une nouvelle politique de carrière nommée Reward at Belfus. Nous avons revu la politique salariale, nous avons revu la rémunération variable. Il n'y a plus de rémunération variable au sens strict. Nous avons mis en place un spot award. C'est vraiment une très, très nouvelle philosophie sur le marché. On a aussi revu tout notre système d'évaluation. On n'est plus au niveau de MBO classique. On est avec des évaluations journalières, hebdomadaires, mensuelles. C'est vraiment un feedback entre le collaborateur et son manager. C'est clair que quand on a mis ça en place, la directrice des ressources humaines est allée voir, a organisé les coffee corners, est allée voir les managers, est allée voir tous les collaborateurs. Il est clair que la communication est importante et chez Belfus, elle est vraiment très, très prioritaire. Bien, merci. Alors, j'ai une question pour Baudouin. Baudouin, tu as publié récemment un article dans HR Square intitulé « L'après-Covid, repenser les politiques de rémunération comme outil de transition vers une nouvelle économie ». Alors ici, on parle de stratégie de rémunération. Donc, une stratégie de rémunération, c'est faire des choix. Quels seraient du coup les choix que les entreprises devraient faire à l'heure actuelle dans ce contexte de crise et comme tu le dis dans l'article, pour contribuer finalement à la recréation de richesses? Mais la réflexion est venue de cette épouvantable crise Covid dont on ne voit pas l'issue à court terme qui a ébranlé nos structures économiques. Donc c'est non seulement une crise économique dont souffrent beaucoup de secteurs et beaucoup d'entreprises, ça amplifie une crise sociale qui existait déjà, et on le voit par exemple dans toutes ces problématiques de burn-out, de stress, de désengagement, et la crise environnementale est plus urgente que jamais. Et donc cette réflexion est de se dire, mais comment l'entreprise, dans cet après-Covid, ou même déjà dès aujourd'hui, peut-elle repenser les richesses qu'elle crée, pas uniquement les richesses matérielles? Et dans ce cadre-là, c'était le début de cet article, c'est de se dire que la richesse créée, qui se traduit alors en rémunération, doit viser 4 objectifs. Le premier, c'est évident dans l'économie de marché, une économie capitaliste, il faut rémunérer l'actionnaire qui a pris le risque de mettre des deniers personnels dans l'aventure. La deuxième destination, c'est de rémunérer les travailleurs. Il n'y a pas d'entreprise sans travailleurs. Un troisième objectif de rémunération pour l'entreprise, c'est rémunérer son avenir en quelque sorte. Et c'est dégager des moyens pour investir et pour assurer la pérennité de l'entreprise. Et je crois que la quatrième dimension, elle va gagner en importance. L'entreprise doit rémunérer aussi le bien commun. On ne peut pas se limiter à payer de l'impôt et des charges sociales. L'entreprise est dans des écosystèmes dont elle doit assurer la performance et, par exemple, collaborer davantage à la formation de publics moins qualifiés. C'est un investissement bien compris. Une entreprise a toujours besoin de talents autour d'elle. Investir dans une politique de prévention en matière de santé, mais c'est évidemment bon pour la santé de ses collaborateurs, mais ça permet aussi de réduire les coûts des soins de santé et donc, par conséquent, les charges, les taxes pour le financement de la sécurité sociale. Et donc, cette crise est vraiment une opportunité pour que les entreprises lèvent un peu la tête du guidon. Pas évident, j'en conviens à ce moment de crise, mais pour réfléchir à ces 4 finalités et comment l'entreprise veut se positionner par rapport à ces 4 axes d'un développement stratégique. Oui, merci Baudouin. Alors, au niveau de la deuxième observation, je vous propose de regarder au niveau du positionnement. Ce qui est ressorti donc de notre enquête, c'est que 44% des entreprises implémentent donc un même positionnement sur l'ensemble des composants de salaire de base, de rémunération variable et des avantages. Et 63% nous indiquent que le positionnement est également le même pour tous les employés. Alors, si on regarde un peu par les pourcentiles sur le graphe de droite, on voit quand même qu'une grande majorité se positionne sur la médiane, et bien souvent pour quel que soit le composant, peut-être un peu plus, à 63% pour les salaires de base. D'autres se positionnent au-dessus pour différentes raisons, et en dessous, plus principalement pour la rémunération variable.
Alors, Baudouin, selon toi, c'est quoi un bon positionnement, hein? Dans ton article, tu évoques aussi une réflexion par rapport à la contribution de chaque métier, donc une distinction à faire. Est-ce que tu penses aussi qu'il y aurait une distinction à faire au niveau d'un positionnement différent par métier? Je dirais que la crise de nouveau a mis en évidence certains métiers essentiels et qui jusqu'alors n'étaient pas terriblement valorisés. Dans le secteur des soins de santé, c'est évident, mais on s'est rendu compte à quel point avoir du personnel devant dans des supermarchés rappelez-vous, au moment du lockdown, c'était quelque chose d'essentiel. Bref, toute une série de métiers sont essentiels, on les avait peut-être négligés, et peut-être faut-il revoir le rôle, leur contribution. Mais à côté de ça, il y a une autre considération, me semble-t-il. L'entreprise ne doit pas uniquement se positionner par rapport au marché, par rapport à ses concurrents, elle doit réfléchir aussi aux équilibres internes, à la différence de salaire au sein même de ces murs. Par exemple, réfléchir à la différence entre le salaire médian et les salaires les plus élevés. Et on évoquait tout à l'heure la communication, la transparence. L'entreprise gagnerait, me semble-t-il, à être transparente sur ces tensions salariales qui peuvent se justifier, mais il faut être transparent et il faut les expliquer. Et donc cet article amenait aussi à réfléchir cette dimension-là du pilotage stratégique des rémunérations de l'entreprise. Alors, Pascal, chez Belfus, qu'en est-il du positionnement? Est-ce qu'en regardant ces observations, vous reconnaissez la situation? Est-ce que vous pouvez expliquer comment est la situation chez Belfus? La question qu'il faut se poser, c'est quoi un bon positionnement? Parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est très difficile d'y répondre. Parce qu'il faut tenir compte des aspects spécifiques de l'entreprise. Il faut tenir compte de l'histoire de l'entreprise. Il faut tenir compte de la fonction des collaborateurs. Il faut tenir compte de la guerre des talents. C'est vrai qu'aujourd'hui, on utilise chez Belfus en premier lieu le percentile 50. Percentile 50 de la rémunération fixe, percentile 50 du total compensation. On n'utilise pas le percentile 75. Non, on n'utilise pas. On utilise toujours le percentile 50 et ce que nous changeons, c'est plutôt le marché de référence. On a un marché générique, on a un marché bancaire, on a des marchés petites entreprises, on a des marchés grandes entreprises. On joue plutôt sur cette notion-là, justement pour positionner le collaborateur correctement. Par contre, quand on dit je le positionne sur le percentile 50 du salaire de base ou total compensation, là je suis un peu plus mitigé parce qu'il faut prendre une vue globale du package salarial du collaborateur, une vue d'hélicoptère. Il n'y a pas que le cash qui rentre dedans. Je prends un exemple frappant. J'ai parlé de la rémunération flexible de Belfus qu'on avait mis en place en 2013. Prenez deux sociétés qui ont la même politique salariale, qui visent percentile 50 du total compensation, une entreprise qui a un plan de rémunération flexible et l'autre entreprise n'en a pas. Le collaborateur qui a le choix entre les deux, qu'est-ce qu'il fait? Il prend là où il y a la rémunération flexible parce que justement, il a plus de choix, plus de possibilités. Donc, ce n'est pas uniquement le percentile 50 qu'il faut prendre. Donc, le plan cafétéria, c'est frappant, mais il y a d'autres avantages qu'il faut tenir compte. Belfus a lancé depuis 2019 le télétravail 2 jours par semaine. Mais quelque part, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah, le télétravail, finalement, c'est pas mal. » Mais ça fait 2 ans qu'on l'a lancé chez Belfus pour avoir un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle. Lorsque vous engagez un collaborateur, il y a tout d'autres paramètres qui rentrent dedans, pas que le percentile 50. Si vous le faites positionner qu'au percentile 50 et que vous oubliez tous les autres avantages, rémunération flexible, je pense au télétravail, je pense aux perspectives de carrière, je pense aux assurances de groupe, aux assurances ambulatoires, aux SPI, et aussi, par exemple, quand on tombe malade, nous avons un salaire garanti de 24 mois chez Belfus. C'est non négligeable, il faut vraiment prendre une vue globale des packages salariales. Donc, pas uniquement le percentile 50, il faut avoir une vue beaucoup plus large. Oui, une vue plus globale, effectivement, et un marché de référence aussi, comme tu disais,
à voir sous différents angles. Merci Pascal. Je propose de regarder la troisième observation qui concerne donc le processus de performance où 61% des entreprises nous indiquaient que les HR Analytics sont importants pour le processus. Mais alors, seulement 35 indiquent en avoir les moyens de mesurer cette performance. Donc, c'est assez frappant qu'on a à peine un tiers qui déclare avoir les moyens. Et sur la droite, on voit en fait qu'au niveau du cycle de performance, il a quand même pas mal d'avenir parce que 46% nous indiquent encore y faire recours avec le feedback continu qui a pris beaucoup de place aussi ces dernières années et 42% qui ont essentiellement le cycle avec la détermination des objectifs qui va avec et seulement 5% déclarent avoir uniquement du feedback continu. Alors c'est intéressant de mettre ça en perspective avec un white paper qu'on a fait d'ailleurs il y a un peu plus de 2-3 ans maintenant et où en fait on pensait que le cycle de performance allait un petit peu disparaître pour laisser place au feedback continu, au coaching dans l'absolu, que c'était vraiment une révolution. Or, on voit quand même ici avec le cycle de performance qui a de l'avenir que on est plus dans une forme d'évolution finalement, où le cycle de performance reste et vient en parallèle s'y ajouter le feedback continu. Alors, Pascal, chez Belfus, on parle plutôt de révolution ou d'évolution alors en la matière? Je pense qu'on peut parler des deux, que ce soit une révolution ou une évolution. Pour les collaborateurs, c'est une révolution. Depuis cette année, on a développé une culture de feedback permanent. Un climat dans lequel le dirigeant et le collaborateur échangent continuellement un feedback. Il n'y a plus un feedback annuel. On le fait journalièrement, hebdomadaire, mensuellement. On a donc décidé de supprimer l'entretien d'évaluation formelle et les scores d'évaluation. Et j'insiste sur les scores parce que ce n'est pas ça le plus important, ni pour le manager, ni pour le collaborateur. Ce score avait un impact sur le montant de la rémunération variable. Donc, on a supprimé nos entretiens d'évaluation formels annuels, et on a supprimé ce score et on a supprimé le lien avec cette rémunération variable. On a demandé donc à chaque dirigeant de continuer à parler avec ses collaborateurs, de communiquer aux collaborateurs, de donner les attentes à l'égard de ses collaborateurs, parce qu'il est clair qu'on doit encourager nos collaborateurs, mais on doit aussi leur donner la direction dans laquelle nous voulons aller. Pourquoi ce changement? Regardons un tout petit peu le processus MBO qu'on avait en place chez Belfus. Mais finalement, il était lourd. Au mois de janvier, le manager devait donner des objectifs pour toute l'année. Oui, ça va. Mais comment prévoir des objectifs pendant un an? Il suffit de regarder la crise du Covid. On a donné des objectifs en janvier. Le Covid s'est invité au mois de mars. Tout a été chamboulé. Donc les objectifs donnés au mois de janvier, ils ne sont plus bons. On peut les prendre, et j'ai envie de dire, quasiment les mettre à la poubelle pour une grosse majorité. Donc finalement, ce n'était pas terrible de fixer des objectifs au mois de janvier, même si pendant le courant de l'année, on pouvait les modifier, mais on pouvait les faire une fois par an en milieu d'année. En milieu d'année, il y avait un entretien intérimaire. Nous, en tant que RH, la seule chose qu'on voyait, c'était oui, le manager l'a fait ou ne l'a pas fait. Il n'y avait pas de retour au niveau des ressources humaines. En fin d'année, il y a l'évaluation. L'évaluation entre des objectifs, il y avait un score. Et après, finalement, qu'est-ce qu'on voyait? Que ça créait des frustrations, que ce soit pour le manager et des frustrations au niveau des collaborateurs. C'est bien simple. J'ai atteint mes objectifs. OK, j'avais un score 4 l'année passée, j'ai un score 3 l'année passée. Pourtant, j'ai presté la même chose. Et alors, ça rentrait à des discussions interminables entre le manager et le collaborateur. L'année passée, j'ai reçu un montant de X euros. Cette année, j'ai mieux performé et je reçois encore moins que l'année passée. Comment ça se fait? La différence entre les montants, entre le score 2 et le score 3, finalement, le montant était peut-être de 300 à 400 euros brut, c'est-à-dire une centaine d'euros net. Le collaborateur vous disait... Pour cette différence-là, finalement, à quoi bon de mieux travailler, de mieux performer? Puis, je ne suis pas d'accord sur le score. Tu m'as mis 4, non, je veux 4,5. Et ça commençait à discuter.
Donc, on s'est très bien, on s'est rendu compte que finalement, des MBO comme cela, ça n'avait plus beaucoup de sens. Surtout le lier entre des objectifs, des résultats et avec un montant de rémunération variable. Ce qu'on a voulu mettre en place depuis cette année, c'est un feedback permanent, mais aussi une attribution permanente. On ne va pas attendre l'année prochaine pour distribuer un montant de rémunération variable. On va distribuer maintenant un spot award. Vous avez bien travaillé, vous avez travaillé sur un projet, on est super content, on va vous rémunérer directement. Ça favorise finalement une culture de feedback entre le collaborateur et le manager. Il y a des discussions, vous avez bien travaillé, vous avez fait un projet, on est content, mais voilà. Il est clair que pour le dirigeant, il doit donner des feedbacks permanents, il doit soutenir ses collaborateurs, il doit aussi les faire évoluer dans leur carrière, hein. Il doit aussi les récompenser s'il y a une performance, une bonne performance. Donc finalement, on ne rémunérerait plus, j'ai envie de dire, plic-ploc tous les collaborateurs, on rémunère la performance, on rémunère aussi le feedback quotidien, et ça c'est important. Le MBO aujourd'hui est très lourd, il vaut mieux donner un feedback permanent et attribuer des montants, des rémunérations, des spot awards permanents. Ça aide énormément dans l'entreprise. Merci Pascal. Alors Baudouin, par rapport à ça et à ce processus de gestion des performances, dans ton article, tu sembles mettre davantage l'accent sur le fait de donner du sens finalement au travail plutôt que ces processus de gestion de performance ou éventuellement aussi les bonus qui peuvent être octroyés par rapport à certains objectifs. Par rapport à ce que Pascal explique comme évolution chez Belfus ou les observations ici présentées, qu'est-ce que ça t'évoque? Ce que Belfus fait résonne très favorablement chez moi. Je pense, et Pascal a très bien montré, que cette approche traditionnelle de gestion par objectif, d'évaluation intermédiaire, d'évaluation finale, de lien avec la rémunération, est très lourd pour beaucoup de managers qui ne sont pas à l'aise pour les piloter. En tout cas, ceux qui ne sont pas du monde ressources humaines. Les collaborateurs vivent souvent mal ces éléments-là. Et je crois, et je renvoie en particulier aux travaux de recherche du professeur Tasquin, et qu'il a traduit dans son livre Management humain, montre à quel point toute cette pratique, certes conçue avec la volonté d'augmenter la performance de l'entreprise, en définitive, ont créé énormément de difficultés opérationnelles dans les entreprises. Beaucoup d'énergie et de ressources allouées à cela, rajouter encore ou compliquer encore avec l'apparition il y a une dizaine d'années de cette approche très analytique des balance scorecards et de toutes ces mesures. Donc, beaucoup d'énergie consacrée à un résultat qui est vraiment incertain. Or, la performance de l'entreprise, elle dépend pour une large partie du degré d'engagement des collaborateurs. Et l'engagement des collaborateurs, il ne dépend pas ou très marginalement de motivation externe, mais plutôt de motivation intrinsèque. Et c'est là, et c'est notamment tous ces travaux que la chaire Laboera, je suis livré à montrer depuis une dizaine d'années. Travailler l'engagement des travailleurs, c'est surtout mettre le focus sur le sens au travail. Et c'est quand le collaborateur voit du sens dans son travail que cela adopte son engagement. Et donc avec tous les effets bénéfiques sur la performance de l'équipe, la performance de l'entreprise. Donc je crois que le travail que essaye Belfus est novateur et courageux. Abandonner toute cette lourde machinerie et investir dans la qualité relationnelle au travers de feedback individuel, bienveillant, positif, qui n'empêche pas d'entendre, de dire des messages difficiles aux collaborateurs, de garder le cap de la direction d'entreprise et montrer le sens du travail, aider à l'émergence de ce sens, je crois vraiment que c'est ça la bonne façon de procéder. Ok, merci.
Alors justement, au niveau de la rémunération variable, pour continuer un peu sur ce sujet, justement, ce qui était ressorti au niveau de la 4e observation, c'est qui décide du montant du bonus, c'est qu'on voit que justement le line management, les managers, sont de plus en plus décideurs, puisqu'ils connaissent bien leurs collaborateurs, c'est eux qui sont aussi à même de donner du sens, sans doute, aux différentes, à leurs collaborateurs. On voit également que le board of directors, les comités de direction restent quand même évidemment décideurs en la matière. Et puis on voit une émergence quand même des comités de rémunération ces dernières années qui prennent de plus en plus de place, notamment aussi avec une vue plus large, pas uniquement les bonus, mais ils ont de plus en plus une vue sur la politique de rémunération au sens large. Et du coup, il y a vraiment une responsabilisation, il y a vraiment un déplacement que l'on voit au fur et à mesure de nos enquêtes en la matière vers le management de ligne. Et du coup, bon, comment est-ce que tu te positionnes, Baudouin, par rapport à cette rémunération variable? Parce que bon, d'un côté, oui, il faut donner du sens, etc. Mais qu'est-ce que tu vois encore comme forme de rémunération variable aussi qui pourrait être efficace, qui pourrait inspirer ceux qui nous regardent en l'occurrence, et pour que est-ce que ça peut s'inscrire dans une politique résistante aussi face aux crises? De nouveau, c'est une question qui fait l'objet évidemment de beaucoup d'attention et d'analyse de la part de chercheurs dans ces domaines-là. Je crois que la rémunération variable individuelle, celle-là, la recherche scientifique n'a jamais pu démontrer qu'elle était bonne, ni pour l'entreprise, ni pour le collaborateur. Et donc ma conviction d'académique, mais aussi de praticien, c'est dire, c'est là, je crois qu'il faut vraiment y renoncer. La rémunération variable collective, là, les avis divergent. Je crois qu'il y a un domaine où investiguer, c'est de définir alors quels sont ces critères de la performance collective. Si on en reste à des critères strictement économiques ou financiers, on voit que là, ça ne donne pas de sens, on ne mobilise pas les collaborateurs dans l'entreprise. Et même une certaine forme d'opposition syndicale va s'en saisir et va le rejeter. On le voit dans beaucoup d'organisations. Mais si en revanche, on a une approche plus équilibrée en disant la performance de l'entreprise, elle est évidemment économique, ça on n'y coupera pas, mais elle doit être sociale aussi. Qualité de l'emploi. La performance de l'économie de l'entreprise ne doit pas servir uniquement à l'actionnaire, elle doit aussi servir les collaborateurs et leur développement. Donc, deuxième dimension. Troisième critère de performance, c'est la performance environnementale de l'entreprise. Et donc, dès lors qu'on arrive à créer un mixte d'objectifs pour une performance plus transversale, plus générale, je crois qu'on peut se donner là les moyens de recréer du sens, de recréer l'engagement des collaborateurs vis-à-vis de l'entreprise en disant, pour une entreprise comme ça, je veux bien mouiller ma chemise. Si ça n'est que le shareholder value, cette histoire-là, on le voit dans beaucoup d'organisations, ça ne marche pas. Donc, mon propos, et c'était ça aussi le thème de cet article dans HR Square, c'est d'avoir ce regard plus critique sur les développements futurs de ce concept de performance. Merci Baudouin. Alors Pascal, on voit dans ces observations donc cette responsabilisation du line management dans des décisions qui concernent la rémunération. Donc on voit que dans pas mal de départements RH, le challenge est quand même de voir est-ce que ces line managers sont prêts, sont assez matures, je dirais, pour pouvoir prendre ce type de décision. Alors une question chez Belfius. Comment avez-vous procédé justement pour soutenir, pour aider ces line managers à prendre finalement leur rôle et de prendre ce type de décision en matière de rémunération? Mais finalement, ça s'est fait tout seul. Je pense que nos line managers étaient vraiment demandeurs de pouvoir gérer et distribuer la rémunération variable aux collaborateurs. Ce sont quand même des managers qui prennent des décisions tous les jours
sur des millions d'euros pour Belfus. Donc, s'ils savent gérer des millions d'euros d'investissement, ils savent gérer évidemment les rémunérations variables de nos collaborateurs. Finalement, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est le line manager qui doit décider ou finalement c'est l'ARH qui est loin des métiers qui doit décider? Poser la question, c'est répondre. Les line managers sont demandeurs de pouvoir gérer leur budget et de pouvoir le distribuer. Finalement, quand on est venu chez eux au début d'année disant écoutez, on a mis une nouvelle politique de rémunération variable en place pour les spot awards, vous allez avoir votre budget, vous pouvez les distribuer à vos collaborateurs qui se trouvent en dessous de vous. Vous aurez un budget, distribuez-les, mais sachez une chose, il y a quand même quelques critères à respecter que la RH a donné, mais il y a aussi un critère de transparence. Vous allez devoir expliquer à vos équipes, à vos collaborateurs, qui a reçu et pourquoi ils ont reçu. Donc, le manager est largement impliqué et il était demandeur. Il va prendre sa décision pour dire à toi ou à telle équipe, je vous donne telle rémunération et je dois l'expliquer à tous les collaborateurs de la division. Et je pense que c'est franchement une très, très, très bonne solution. N'hésitez pas à le faire. C'est le manager qui décide directement. Il a vraiment son sort entre les mains. Et il était vraiment, vraiment demandeur. On n'a vraiment pas dû le soutenir énormément. Il est allé vraiment directement dans cette optique-là. Mais alors, pour rebondir un peu, merci Pascal, sur cette responsabilisation qui est donnée au line management, on a dans notre dernier slide, si ça veut bien avancer, parce que là mon slide est bloqué, mais ça va arriver sans doute. On a dans le dernier slide un sujet sur la justice, sur l'équité, au niveau des... Et 47% estiment que leurs employés, en fait, sont rémunérés à la hauteur de leur expérience et 65% pour un travail bien fait. Or, un travail bien fait, 65%, ça semble pas très élevé. Alors ici, évidemment, on voulait apporter une clarification sur la justice d'un côté distributif, où on considère qu'on est rémunéré à hauteur de ses efforts, de son expérience, de son niveau de formation, etc. Et la justice procédurale, d'un autre côté, où finalement on considère qu'on est rémunéré dans un cadre où les procédures sont équitables, les décisions sont équitables, etc. Et justement, chez Belfus, vous avez fait le choix d'avoir des systèmes moins mathématiques, avec plus de discrétionnaire, où les managers donc vont pouvoir avoir un impact plus fort, plus grand. Donc, pour pouvoir peut-être avoir un bon impact au niveau de la justice distributive, on sera rémunéré à la hauteur de son expérience, à la hauteur de ses efforts, parce que ils auront plus à même d'avoir été remarqués par le manager. Mais qu'en est-il alors au niveau de la justice procédurale? Est-ce qu'il n'y a pas des remontées en la matière au niveau de votre personnel? On a changé la politique au 1er janvier 2020 sur la rémunération variable, donc on va avoir les premières remontées fin de cette année-ci. Pour moi, ce qui est très important de ce qu'on a mis en place depuis cette année, c'est la transparence. La transparence, le manager doit expliquer à ses équipes pourquoi il a donné telle rémunération variable à tel collaborateur ou à telle équipe. Non pas uniquement à ses collaborateurs, parce que nous allons aussi publier la liste des collaborateurs sur notre intranet. C'est aussi une récompense pour le collaborateur, on les met en avant. Donc d'un point de vue justice, si vous n'êtes pas d'accord avec votre manager, vous allez engager une discussion avec lui. Et ça, aujourd'hui, cette transparence est vraiment quelque chose d'important. Pour la rémunération variable, on a des spot awards. Ça va être fait pendant toute l'année, il doit l'expliquer. Et on a fait la même chose pour la rémunération fixe, il y a encore une partie mathématique, et on a laissé au manager une partie discrétionnaire qu'il va gérer aussi et qu'il expliquera au collaborateur. Donc, je pense que la justice derrière, franchement, le système actuel est meilleur que le système passé, parce que vous pouvez discuter directement avec qui? Avec votre manager,
et non pas avec le directeur des ressources humaines parce que vous n'étiez pas d'accord sur la façon mathématique a été distribuée votre variable ou votre fixe. Oui, merci Pascal. Merci Pascal. Alors, une question pour Baudouin. Une question assez large, mais on voit effectivement que les scores ne sont pas extraordinaires en matière de sentiment d'équité qui est perçu par les collaborateurs. Selon toi, qu'est-ce qui pourrait faire augmenter ces pourcentages ? Je crois que votre résultat montre ce que de nombreuses autres études ont déjà montré, en Belgique, mais pas uniquement en Belgique. J'expliquais tout à l'heure la rémunération étant un élément de motivation extrinsèque, il n'est pas le plus performant pour augmenter l'engagement des collaborateurs. En revanche, il est un élément de démotivation, et notamment quand le collaborateur a le sentiment que la politique n'est pas transparente, il y a la tête du client, il n'y a pas de règles, elles sont opaques. Donc je crois que l'entreprise a, me semble-t-il, une double mission. La première, ça c'est le minimum, c'est d'augmenter la transparence sur la politique de rémunération. Et là, elle doit pouvoir expliquer les mécanismes, les processus, les montants. Alors évidemment en collectif, on ne rend pas public. Enfin, il y a des exemples d'entreprises qui rendent public la rémunération individuelle, mais mon propos ne va pas jusqu'à ce stade. Mais je crois que cette première mission, c'est de faire un énorme effort de transparence et de pédagogie sur cette politique de rémunération. La deuxième mission, qui est plus ambitieuse et évidemment plus compliquée à mettre en place, c'est que je crois que, et je renvoie de nouveau au management humain et aux travaux de recherche du professeur Tasquin, c'est que l'entreprise doit pouvoir faire le pas d'un management beaucoup plus collaboratif et de manager par le dialogue. Et de nouveau, je suis très agréablement surpris d'entendre ce que Belfus met en place. Je crois qu'il faut oser entrer en dialogue. L'information, ça laisse le collaborateur en une position passive. Le dialogue, ça le fait entrer dans la réflexion. Et de nouveau, ça demande alors à l'entreprise d'être beaucoup plus claire sur son business model, sur le marché, sur sa rentabilité, sur différents éléments qui permettront de comprendre cette politique de rémunération. Mais donc, deux missions, au minimum informer, mais informer nettement mieux, de passer un management par le dialogue qui peut permettre d'enrichir et de faire évoluer avec le temps ces pratiques de rémunération. Ok, Baudouin, merci. Merci à tous aussi pour cette table ronde qui a permis de nous éclairer sur pas mal d'aspects. Je retiens vraiment ce transfert un petit peu vers le line management quand même, avec la dimension aussi plus de continuité, que ce soit dans le suivi des collaborateurs ou de la façon de les récompenser aussi. Une dimension collective, l'aspect collaboratif aussi, Baudouin, que tu viens de rappeler, et l'intérêt finalement aussi de communiquer sa politique avec plus de... Parce que finalement, ça a très certainement de l'impact aussi sur la confiance que les collaborateurs peuvent avoir et leur engagement au final. Et je pense qu'on a besoin d'engagement des collaborateurs, en particulier dans cette période mouvementée que l'on connaît. Alors, je voudrais vraiment vous remercier, Baudouin et Pascal, pour votre participation. Je tiens quand même à dire également à ceux qui nous regardent que ça n'a pas été sans défi. On a vraiment eu des défis techniques dans cette situation Covid, et je les remercie vraiment pour leur patience, leur indulgence et leur flexibilité, très sincèrement. Je remercie également Sandrine de m'avoir épaulé dans la préparation également et d'être présente lors de ce webinaire. Alors, avant de vous laisser avec Mathias, je voudrais également vous parler de notre enquête TOPEX, une enquête donc qui porte sur les salaires, les enveloppes salariales des membres de comité de direction et du CEO, bien entendu, également. Et donc, vous pouvez participer à cette enquête, c'est encore ouvert jusqu'au 30 octobre. Vous recevrez le lien dans le mail qui suivra ce webinaire. Et c'est intéressant, évidemment, pour suivre les enveloppes à la fois du salaire, bien sûr, de base, évidemment, les enveloppes de variables. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport au corona aussi? Nous avons des questions qui sont liées à cela. Voilà, donc ça, c'est un dernier rappel que je voulais faire par rapport à l'enquête TOPEX. Et maintenant, je vais vous laisser avec Mathias Hermans,
qui va vous présenter les résultats de l'enquête salariale générique et également quelques évolutions de notre outil Reward Architect, donc notre outil de benchmarking. Merci encore à tous et prenez soin de vous. Bonjour à tous, je vous rejoins maintenant afin de vous présenter les tendances de l'étude salariale générique que nous avons réalisée dans le courant de l'année 2020. Alors, je ne vous apprends rien en vous disant que l'année 2020 est un peu particulière. Le Covid a en effet considérablement impacté notre phase de récolte de données. Toutefois, grâce au travail acharné de notre équipe Survey et à la disponibilité des participants, on est fiers aujourd'hui de pouvoir partager avec vous les résultats de cette enquête 2020. Alors, nous avons réalisé près de 214 000 observations sur 717 organisations belges, et ce, en comptant sur une base solide de 253 fonctions de référence et près de 26 diplômes différents. Alors, ce dernier élément, il peut être particulièrement intéressant pour les organisations disposant de politiques autour des starters. Dans le cadre de cette présentation, je vous donnerai tout d'abord un éclairage sur les tendances majeures que nous avons observées en matière de rémunération, et ce, en les mettant en perspective par rapport aux résultats de l'enquête 2019. Et dans un second temps, j'évoquerai les améliorations qui ont été apportées en 2020 à notre outil d'études salariales Reward Architect. Alors, commençons tout de suite avec les tendances en matière de rémunération. Alors, par tendance en matière de rémunération, nous voulons dire que durant l'année écoulée, nous avons réalisé une série d'analyses sur ce qui a changé cette année par rapport à l'année dernière. Une des analyses que nous avons réalisées, une des analyses que nous avons réalisées concerne le salaire de base. Nous avons donc regardé comment celui-ci avait évolué par rapport à l'année dernière, et ceci, nous l'avons fait en regardant les observations individuelles récurrentes entre notre enquête 2019 et notre enquête 2020. On a ainsi regardé toutes les augmentations qui ont été rapportées, augmentations qui peuvent aller de 0% jusqu'au-delà des 10%. Et donc, l'augmentation médiane au niveau du salaire de base se situe à 2,44%. La partie de l'augmentation prise en charge par l'organisation est de 1,55% et la partie liée à l'index est de 0,89%. Alors, lorsqu'on met ces données en perspective par rapport à nos dernières enquêtes, nous constatons que l'augmentation médiane du salaire de base est plus faible, ce qui est dû à un index moins élevé. Alors, la part de l'organisation dans l'augmentation du salaire de base, elle reste assez stable sur les 3 dernières années, ce qui s'explique en fait par des politiques de rémunération qui sont stables dans les organisations, mais qui en fait, au regard des 10 dernières années, montre encore toute l'influence que peut avoir la guerre des talents sur le marché de l'emploi. Qu'observe-t-on au niveau de la distribution de l'augmentation salariale? Alors, la majorité des observations se situent entre 0 et 2%. Les résultats de l'enquête montrent que pour la première fois en fait en 10 ans, on observe une très faible minorité de salaires gelés. On tournait davantage sur des taux d'observation
qui était aux alentours des 15% dans les années précédentes, et ça s'expliquait notamment par la crise économique. Alors, on le voit, près de 75% des observations se trouvent entre 0 et 4%, ce qui montre en fait une véritable volonté d'équité dans les organisations. Les dernières années, on a vu plutôt, et on a plutôt observé en fait une distribution plus importante aux extrêmes de ces graphiques. Donc, c'est-à-dire plus d'observations entre 0 et 1% et plus d'observations entre 6 et 10%. Alors, nous sommes vraiment en fait curieux de voir l'impact qu'aura la crise du corona sur les augmentations du salaire de base. Alors parlons maintenant de la dimension variable de la rémunération. On a observé que la rémunération variable, elle était légèrement plus fréquente cette année. Alors, lorsqu'on ajoute la dimension variable, c'est-à-dire de cash réellement obtenu, l'augmentation salariale médiane atteint les 2,77%. La part du variable dans l'augmentation salariale est donc de 0,33%. Encore une fois, les effets du corona ne sont pas perceptibles dans ces données. De manière générale, on a identifié qu'il y a en fait une réelle tendance à la variabilisation de la rémunération. D'une part, comme je l'ai dit, par rapport à la fréquence, et d'autre part, par rapport à l'augmentation des montants qui peut atteindre jusqu'à environ 7%. Alors, pour remettre en perspective l'évolution du total cash obtenu, c'est-à-dire salaire de base plus variable obtenu, dans une perspective historique, alors on voit vraiment qu'il y avait une relative importance de la dimension variable dans les augmentations salariales pour la période qui a suivi la crise économique. Alors ces dernières années, on vient de le voir, le variable est certes un peu plus fréquent, mais l'écart par rapport à l'augmentation du salaire de base, elle tend à se réduire légèrement. Au regard de la crise qu'on traverse actuellement, il n'est pas impensable que la dimension variable prenne en fait une place plus importante dans les années à venir. Si nous nous concentrons maintenant sur la partie de l'augmentation salariale, hors index, qui est à charge de l'organisation, et que nous allons un peu plus dans le détail en analysant les augmentations par rapport au niveau de fonction des collaborateurs, eh bien, on constate une plus grande augmentation salariale en 2020 pour les catégories des employés et des augmentations plus faibles pour le management et le senior management. En réalité, on voit qu'au travers de l'organisation, les augmentations hors index tournent autour des 1,8% pour l'ensemble des catégories. En fait, ça s'inscrit en fait dans le postulat plus général qu'on nous a effectué tout à l'heure quant à la volonté d'équité au travers de l'organisation. Si maintenant on met en perspective les dimensions d'évolution du salaire de base et l'évolution du salaire variable, et ici toujours hors index, on constate que la dimension d'évolution du salaire de base est plus importante pour la catégorie des employés et diminue considérablement au fur et à mesure qu'on avance dans les niveaux de fonction. Au contraire, la dimension d'évolution du salaire variable est relativement restreinte pour la catégorie des employés et évolue considérablement au fur et à mesure qu'on avance dans des fonctions de management à des positions plus stratégiques. Alors, pour corroborer un peu ces résultats précédents par rapport à la dimension de rémunération variable, eh bien, on voit bien que le niveau, plus le niveau de fonction est élevé dit stratégique, au plus la rémunération variable elle va être importante et au plus le montant versé va être important.
Et si on met ces chiffres un peu en perspective par rapport à l'an dernier, eh bien on constate quasiment pas de changement dans la fréquence, voire une légère augmentation de la rémunération variable et une légère augmentation des montants. Ainsi, voilà, on voit que au niveau des employés, on reçoit un montant médian de 2 994 € et le senior management aura, lui, un montant médian de 16 631 €. Alors, on a discuté maintenant des grandes tendances en matière de rémunération, mais qu'en est-il des nouveautés introduites dans notre outil d'études salariales Reward Architect? Alors, on l'a dit tout à l'heure, les analyses salariales sont possibles car elles reposent vraiment sur une base solide de fonctions de référence qui sont réunies en fait au sein de ce qu'on appelle notre Job Matching Guide. Alors, mis à jour et actualisé chaque année, ce Job Matching Guide compte en 2020 253 fonctions de référence. Alors, les grandes nouveautés sont vraiment l'ajout des classes Compass, c'est-à-dire que l'ensemble des fonctions présentes dans le Job Matching Guide ont été pondérées sur la base de la méthodologie de pondération Compass 5+1 d'Hudson. Et ainsi, elles ont été classées les unes par rapport aux autres. Donc, dans chaque classe, on va retrouver des fonctions qui ont une même valeur ajoutée dans l'organisation. On a également ajouté les échelles de carrière qui regroupent les fonctions qui requièrent le même type de compétences. On aura donc les carrières d'experts, les carrières people management, les carrières project management, de support ou encore de relations, et qui pour cette dernière est davantage liée à des fonctions liées à la vente. Alors, dans l'édition 2020 de notre Job Matching Guide, on a ainsi ajouté 13 nouvelles fonctions. Ce sont voilà, des fonctions qui sont, je dirais, actuellement en vogue. Et au niveau de l'IT, on a par exemple le manager sécurité, le manager développement. Dans le domaine du staff, on aura les assistants de projet, des employés policiers ou encore des data scientists. Au marketing, le brand manager et le digital strategist. Au niveau du manufacturing, on aura l'ajout d'un directeur de site. En recherche et développement, l'ajout du senior et du research scientist. En customer service, l'ajout d'un employé customer service, mais au niveau de la deuxième ligne ici. Au niveau engineering, l'ajout d'un technicien engineering. Et enfin, au niveau des services, l'ajout du directeur service. Alors, comment se présente notre Job Matching Guide? Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a facilité l'identification des fonctions de référence par l'ajout d'une cartographie par domaine. Alors, sur l'axe vertical, nous avons donc le domaine, donc ici pour prendre un exemple, le domaine RH, et des sous-domaines, donc général, liés aux compensation and benefits, au recrutement, à la formation ou encore à l'administration. Alors, les couleurs, elles correspondent aux échelles de carrière. Elles réunissent en fait, comme je l'ai dit, les fonctions qui requièrent le même type de compétences. Donc en bleu, vous aurez les fonctions People Management, en vert les fonctions de Project Management, en orange les fonctions d'experts, en rouge les fonctions de support, et dans le cadre des fonctions liées à la vente, vous aurez en gris les fonctions liées aux relations. Alors sur l'axe horizontal, on retrouvera donc ici les niveaux de fonction, donc qui vont d'employé au senior management, ainsi que les classes. Et donc pour rappel, les classes, elles réunissent vraiment les fonctions qui ont fait la même valeur ajoutée au sein de l'organisation. Alors notre outil d'études salariales Reward Architect, il permet de réaliser plusieurs types d'analyses. Alors, les premières analyses qui sont possibles, c'est au niveau de fonctions tout à fait spécifiques. Les deuxièmes types d'analyses qui sont possibles sont au niveau des classes, donc que ce soit nos classes Compass que vous retrouvez dans le Job Matching Guide ou par rapport à votre propre système de classification. Et vraiment, la grande nouveauté cette année, c'est la possibilité d'affiner l'échantillon sur base du domaine de fonction et des échelles de carrière. Alors,
quelles sont les analyses réalisées autour de ce Job Matching Guide? Quelles sont les analyses possibles via l'outil? Eh bien, elles le sont autour de plusieurs dimensions. Donc, on l'a vu, il y a le salaire de base, le salaire variable, et donc typiquement dans l'outil, on va pouvoir retrouver des éléments liés par exemple à la récurrence des CCT 90 et les différents montants, médians ou différents percentiles, et également les avantages extra-légaux, donc par exemple la récurrence de différents types d'avantages, on sait qu'ils sont nombreux en Belgique, on voit par exemple ici dans l'exemple les chèques repas ou encore les voitures de société. Et alors, toutes les analyses, elles sont réalisées sur plusieurs percentiles, ce qui permet vraiment en fait de positionner correctement votre organisation sur son marché. Et à savoir qu'au-delà de ce qui est montré ici, les analyses sont également possibles sur des montants annuels. Alors, Reward Architect, il permet vraiment notamment d'affiner le marché de référence sur base du secteur. Et vraiment aussi une des nouveautés cette année, c'est qu'il y a vraiment eu une révision, une mise à jour de la classification des secteurs, en ajoutant certains ou en renommant certains, en revoyant en fait le classement. Alors quel était l'objectif derrière? C'était vraiment d'accroître la reconnaissabilité des organisations dans leur secteur. Alors, je vais vous donner quelques exemples tout de suite. Alors, il faut savoir que les listes que vous allez voir, elles ne sont pas vraiment limitatives, et c'est vraiment pour donner des exemples. Et dans le secteur de l'industrie, donc, qu'est-ce qu'on a ajouté comme sous-secteur? Eh bien, ou adapté, le sous-secteur de l'énergie et des services publics, donc qui comprend voilà, certains services publics, mais aussi le traitement des déchets, par exemple. Au niveau FMCG, ben voilà, tout ce qui est produits alimentaires et ménagers. La génie industrielle, donc c'est vraiment la fabrication de grandes installations. On le voit des ascenseurs, chauffage ou encore au niveau de compresseurs, etc. Le sous-secteur de l'automobile, donc qui comprend les fabricants automobiles, mais aussi les fournisseurs, et également au niveau du sous-secteur de l'agriculture pour tout ce qui concerne les produits agricoles. Alors dans le secteur des services, on a ajouté ou adapté certains sous-secteurs et plus spécifiquement les services aux consommateurs, les services aux professionnels, l'ingénierie et le service industriel, donc qui comprend ici plutôt davantage les bureaux d'études, et également les services de communication. Donc ici, on entend vraiment la presse, les télécoms, etc. Et on a également adapté notre sous-secteur lié aux entreprises sociales, voilà, ce sont entreprises sociales de manière générale. Et enfin, des catégories qui sont un peu plus spécifiques, mais qui tendent à prendre de plus en plus d'importance, on le voit au fur et à mesure des enquêtes qu'on réalise, c'est davantage le sous-secteur lié à tout ce qui est gouvernement intercommunal et communes. Et on a voilà, de plus en plus de participants dans cette catégorie, dans ce sous-secteur. Alors, pour conclure en fait ce webinaire, je souhaiterais encore partager quelques key takeaways avec vous. Alors, premièrement, ça concerne vraiment l'augmentation du salaire de base médian, ici inclus index, et on le voit, il s'élève cette année à 2,44%. Et ce qu'on a vu vraiment, c'est que les employés, ils sont les principaux bénéficiaires de cette augmentation. Et il y a vraiment, on continue à voir cette tendance à la baisse de cette dimension évolution, augmentation du salaire de base pour le senior management. Alors, le deuxième key takeaways, c'est l'impact du corona. Alors, il n'est pas encore perceptible dans les tendances, dans les résultats qu'on a vus. Et on se pose vraiment la question de quand sera-t-il en 2021? Est-ce qu'on va observer un gel du salaire de base? Est-ce que l'impact il sera plus important au niveau de la dimension du variable, de la rémunération? Ça, c'est vraiment des questions qui restent ouvertes, surtout en fait au vu de l'évolution actuelle de la crise que nous traversons tous.
Un troisième point concerne plutôt alors l'augmentation médiane de la rémunération. Il inclut ici voilà, vraiment la dimension variable qui s'élève à 2,77%. Alors, le pourcentage de bénéficiaires de la dimension variable, il tend à rester stable, voire être un peu plus fréquent par rapport à l'année dernière. Et on observe en fait, comme je l'ai dit, une légère augmentation des montants. Et enfin, un quatrième point, un point clé, c'est vraiment l'optimisation de nos outils en fait d'études salariales avec l'ajout des échelles de carrière et la classification dans le Job Matching Guide, et également la possibilité d'effectuer les analyses qui sont liées dans notre outil Reward Architect, et vraiment cette révision de la classification sectorielle des différentes entreprises. Alors, les résultats de l'enquête, ils sont disponibles dans notre outil en fait depuis juillet. Les échelles de carrière ont été ajoutées assez récemment en septembre dernier. Et en fait, vraiment, une des étapes encore importantes pour cette année 2020, elle concerne notre étude Top Executive, donc c'est-à-dire qui concerne les packages de rémunération pour les membres du comité de direction. Et il faut savoir que cette enquête, elle est toujours ouverte jusqu'au 30 octobre prochain, donc n'hésitez pas à nous contacter pour y participer. Et voilà, le webinaire est maintenant terminé et je souhaitais vraiment, au nom de toute l'équipe, vous remercier pour votre participation, donc tant au niveau de l'étude salariale que de la participation à ce webinaire. Et je vous souhaite le meilleur dans cette période un peu spéciale. Prenez soin de vous. Merci.